Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle manifestation du cercle WB, winebusiness.club. Notre conférence du jour est parrainée par NCT et a pour thème pour en débattre comme chaque mois, 3 des plus grands experts mondiaux encore vivants et en pleine forme. Valérie Mellul, Stéphanie Manac-Trommer, William Morelli. Et nous commençons par accueillir Valérie Mellul, qui est la présidente de NCT. C'est effectivement une très belle aventure humaine avant d'être économique, puisque j'étais dans le COMEX de Nexity jusqu'en 2014, et j'ai demandé au président du groupe Nexity, un président assez extraordinaire dans un groupe qui l'est tout autant, de me confier le redressement d'une structure qui était mourante, parce que ça va rappeler la conversation qu'on a eue, parce qu'il y avait un défi extraordinaire. Je croyais qu'il y avait une place à créer sur le marché dans l'immobilier d'entreprise. Donc notre société est une société de conseil et de transactions en immobilier d'entreprise. Il me semblait qu'il n'existait pas le MOF de l'immobilier d'entreprise. C'est-à-dire que je voulais créer quelque chose, une approche de sur-mesure, avec des collaborateurs qui, au-delà de l'expertise, allaient écouter des clients et pas seulement pousser des actifs immobiliers et parler de mètres carrés. Alors ça a été tout l'enjeu de la transformation qu'on a opérée chez Keops, puisque la société s'appelait Keops. Ouais. Je l'ai transformée en Nexity Conseiller de Transactions. Et puis après, 3 concurrents ont essayé de nous les acheter sans que jamais on veuille. En fait, j'en ai eu marre. Et j'ai dit, écoutez, ça suffit maintenant d'essayer de nous déstabiliser, parce que je croyais qu'il n'y avait pas de projet humain et économique derrière. Et c'est vraiment 2 éléments fondamentaux pour moi. Et donc, j'ai décidé de proposer qu'on rachète cette société à Nexity. Et Alain Dinin, le président, dit banco, Valérie. Oui, mais Alain il a ce côté extraordinaire, et je le redis, c'est grâce à lui et au parcours que j'ai eu à ses côtés que je peux faire ça. C'est-à-dire qu'il a commencé Nexity comme ça, par un spin-off et par un rachat. Alors, je n'arriverai sûrement pas, et évidemment pas, à son parcours et la taille du groupe. Ce n'est pas l'objectif d'ailleurs. L'objectif, c'est de faire une très belle PME française, comme il en existe, comme vous en êtes les représentants, notamment ce soir, pour accompagner les PME françaises, les ETI, quelques grands comptes, voilà, et des petites entreprises dans leur projet immobilier, qui est un vrai levier de performance. Donc on a réussi, on l'a racheté. Aujourd'hui, on est 100% indépendant. Donc le capital est détenu par l'ensemble des managers de l'entreprise et par quelques collaborateurs, puisqu'il n'y a pas très longtemps, on a offert la possibilité aux collaborateurs de rentrer dans le capital, puisque un des projets de cette entreprise, c'est tant pour les clients, pour les collaborateurs, c'est que NCT, ça soit un révélateur de potentiel économique et humain. Donc, voilà. Belle ambition, Valérie. Ouais, c'est pas mal. Stéphanie, d'actionnaire ou pas? Bien sûr. Et William aussi? Bravo, des actionnaires heureux. Et encore plus motivés, non? Valérie? Alors voilà, que fait-on? On accompagne donc des entreprises au quotidien, soit dans leur réflexion en amont de diagnostiquer leur projet immobilier tertiaire. Vous verrez, on va vous donner quelques notions clés qui peuvent être intéressantes, y compris pour vos entreprises. Et c'est un peu l'objet de notre intervention de ce soir. Ce n'est pas de vous faire un cours, c'est de vous donner quelques repères sur l'immobilier d'entreprise. Peut-être vous faire prendre conscience que vous avez un trésor caché et qu'on serait ravis de vous le faire découvrir et de le valoriser avec vous. Et puis, on va aussi vous donner un peu de méthode et enfin un exemple concret pour que ça vous parle. Parce qu'on sait que les entrepreneurs ont besoin de ça et aiment ça. Alors, le cloud, là, qu'est-ce que ça vient faire? Ça a tout bouleversé, tout ça, Valérie? Alors, on avoue que le titre est assez énigmatique. On va arriver directement sur de quoi je voulais parler. L'entreprise, elle a été longtemps caractérisée par un lieu unique où on était obligé de se déplacer pour pouvoir travailler. C'est ce que j'appelle le syndrome de la termitière. C'est-à-dire qu'il fallait un endroit unique. Les termites, ça fait des choses extraordinaires.
et entre autres des maisons solides. Mais ça a été souvent ça. Et puis d'ailleurs, c'était un lieu de production, l'entreprise. Alors on pense ensuite aux entreprises tertiaires, mais elles ont été d'ailleurs développées sur un monde vertical jusqu'à un phénomène, et pas le post-Covid, le premier phénomène qui a bouleversé l'entreprise, c'est cette révolution digitale, puisqu'elle a amené un élément particulier, c'est la possibilité de bouger, de travailler ailleurs et pas seulement dans un endroit unique, et de disposer des informations ailleurs. Et donc elle a rendu le facteur travail, l'élément de travail ou l'acteur du travail, mobile avec un don d'ubiquité, c'est-à-dire d'être à plusieurs endroits en même temps. Alors cloud, parce que l'entreprise, du coup, elle est devenue et physique et digitale. Le Covid a accéléré forcément le phénomène, parce que là où c'était vraiment une réalité que pour quelques fonctions en France, mais ailleurs, notamment pour les sociétés de conseil qui avaient déjà l'habitude de travailler dans plusieurs lieux de travail, notamment chez leurs clients, et qui faisaient un petit peu de télétravail. En fait, ça s'est généralisé parce qu'on a été contraints, on a tous subi un phénomène particulier, c'est on ne peut plus se déplacer dans ce lieu de production où on était obligé de se rassembler, mais il va falloir apprendre à travailler autrement. Alors, je ne tire pas des conséquences dingo ou exagérées du Covid. J'ai détesté tous ces articles qui voulaient que le bureau était mort. Alors, pas seulement parce qu'on fait de l'immobilier d'entreprise, parce qu'on fait aussi des entrepôts et il y en a besoin, mais parce que c'était ridicule. Le phénomène de croire que les salariés vont faire que du télétravail, c'est oublier un élément structurant fondamental. L'homme est un animal social. Il n'y a qu'un endroit qu'on a créé pour l'isoler, et c'est pour le punir. C'est la prison. C'est le seul endroit où il reste. C'est pas pour ça que le télétravail n'existe pas. C'est pas pour ça. L'homme seul ne produit pas, en tout cas produit moins qu'un collectif rassemblé. Tant mieux. Et il n'y a pas besoin d'aller revoir toutes les études à Harvard, mais je vous les conseille, ou Stanford, enfin des gens un peu sérieux qui travaillent et qui ne font pas que des articles pour être lus, ou pas d'ailleurs. Mais vraiment, il y a un aspect fondamental. Et d'ailleurs, vous entendez aujourd'hui, enfin, des vrais ethnologues et pas que des sociologues avec des idéaux politiques qui essayent de faire passer quelque chose, mais qui est souvent quelque chose qu'ils veulent faire passer pour eux, en fait, pour leurs conditions à eux. Donc oui, super, on peut travailler de plusieurs endroits. Mais alors, si on peut travailler de plusieurs endroits, qu'est-ce que devient le bureau? Et au fait, c'est quoi le bureau? Et j'ai voulu vous le synthétiser par ce petit schéma assez simple, une multiplicité de lieux, avec, et c'est ça la vraie différence. Alors évidemment que les grandes entreprises avaient eu l'habitude d'avoir plusieurs sites, ne serait-ce que pour être capable soit de produire, soit de distribuer, soit d'organiser leur métier. Mais prenons le schéma simple. Une entreprise qui, hier, avait un lieu unique où les collaborateurs se rassemblaient, aujourd'hui, elle peut réfléchir différemment. Et nous, on l'incite beaucoup et on va vous dire pourquoi et on va vous donner des exemples. Bien sûr qu'il lui faut un lieu, et c'est souvent un lieu de rassemblement. Et donc, on va se demander ce que ça veut dire de rassembler les gens et pourquoi faire. Mais ça veut dire que peut-être il a changé, peut-être est-il différent, il est peut-être plus petit, il a enfin évolué, parce qu'à vrai dire, le bureau était bien un des seuls endroits qui n'avait pas beaucoup évolué. Vous avez toute cette émergence de coworking qui est absolument dingue et qui ne touche pas que les entrepreneurs indépendants. Hein, l'image du coworking qui va que pour les étudiants ou les jeunes et puis qui a une espèce d'endroit branché, point barre, ou pour les startups. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple un des acteurs majeurs en France et dans le monde qui est Regus, oui, avec qui on travaille beaucoup, parce que des fois on propose cette solution à nos clients quand on pense que c'est la meilleure, en tout cas pour une partie de son activité ou pour un moment, ils nous disent un tiers de PME, PMI, un tiers d'indépendants ou de start-up, donc voilà, et un tiers de grands comptes. Oui.
Mais les grands comptes là, ou les PME, PMI, vont avoir un intérêt s'il y a un usage ponctuel ou temporaire et limité. Parce qu'autrement, le coût par collaborateur est beaucoup trop élevé. D'accord ? Versus les mètres carrés traditionnels. Ça peut être dans un lieu de passage. Vous avez tous vécu, comme moi, et découvert le nombre de cafés working ou de je sais pas quoi working qui se multiplient. Alors, ils ne durent pas tous très longtemps parce qu'ils ne sont pas tous très rentables, ou en tout cas, ils ne disposent pas des conditions de travail nécessaires pour pouvoir travailler correctement. Mais avouons que c'est quand même super pratique d'avoir ces quelques lieux de passage quand nous-mêmes, on est de passage dans un endroit et on peut s'attabler, travailler quelques instants ou pouvoir réaliser vraiment un travail ponctuel. Je vous l'ai dit, chez un client, et je pense à toutes les sociétés de conseil ou les SS2I, hein, moi il y a très longtemps j'étais dirigeante dans une SS2I, 90% de nos collaborateurs vivaient chez les clients. Et d'ailleurs c'était une vraie difficulté que de refaire vivre notre antenne principale. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, encore plus généralisé, avec une question. Qui doit payer les mètres carrés alors ? Est-ce que c'est le client qui non seulement paye la facture du prestataire, mais en plus les mètres carrés pour les collaborateurs de l'autre entreprise ? En tout cas, certaines entreprises se posent la question. Donc le travail à domicile, après, je dirais, toute cette expérience massive, on peut en retenir une leçon très intéressante. Pour s'isoler et produire et se concentrer, ça peut être une très bonne solution temporaire. Et au fond, je dirais, ce qu'il faut retenir de cette période et de cette réévolution, ou de cette vraiment évolution du mode de travail et des modes de travail, c'est qu'on n'est plus sur une façon de travailler, on est sur une palette et une multiplicité de façons de travailler, et donc d'espaces de travail, et donc de lieux de travail. Et c'est pas où, c'est pas... D'ailleurs, si vous regardez, on vous a mis des petits saviez-vous, vous regarderez en bas des présentations, de mémoire, le télétravail aujourd'hui ne représente qu'1,4 jours par semaine maximum. Nous, il y a une population qui nous a vite demandé de revenir, hein, c'est la population des plus jeunes et des Parisiens. C'est-à-dire que les jeunes collaborateurs qui vivent dans un 25 mètres carrés, je vous assure que les locaux que vous allez découvrir, ils étaient ravis de les retrouver. Hein. Et ce n'était pas pour des problèmes de chauffage à l'époque. Donc, il y a aussi un besoin, c'est ce besoin d'échange et de tout ce qui se passe en dehors du cadre formel, en dehors de cet écran. Bien sûr qu'on a appris plein de trucs, notamment à se servir d'une technologie comme un moyen fonctionnel qui nous fait gagner du temps. Et oui, les Teams, les Zooms ont été formidables pour pouvoir organiser des réunions qui débutent à l'heure et qui finissent à l'heure. Mais c'est beaucoup de top-down, et même quand on essaye d'être collaboratif, le truc est limité. Mais surtout, le informel, le langage non-verbal, le petit pas de travers ou le café ou la demande de petits échanges après. Tout ça, on n'avait pas, et on a vu à quel point on le retrouvait avant. Les grandes entreprises, certaines grandes entreprises avaient commencé ce mouvement de révolution et de réinvention de leur lieu de travail et de leur modalité de travail. Et moi qui étais DRH pendant 25 ans, on n'a pas attendu le Covid ou l'évolution technologique pour, en tout cas certains, pour repenser. Mais quand même, même quand on y avait pensé, ça a été une formidable aventure pendant le Covid, de se dire, mais au fait, on se rassemble pourquoi ? Qu'est-ce qu'on doit créer comme moment ? Qu'est-ce qui va se passer ? Où et comment on va le faire ? Et ça a été, au fond, la vraie conséquence du travail, et notamment du travail de conseil et de ce qu'on fait au quotidien auprès des patrons d'entreprise. Stéphanie. Donc, quelles vont être les conséquences pour vous, en tant qu'entrepreneur, et pour vos entreprises et vos salariés ? Donc bien sûr, là, on est dans un contexte post-Covid. Et si on se concentre sur votre immobilier, dans la majorité des cas, le coût immobilier est le deuxième poste de charge après celui des salaires. Donc c'est non négligeable, celui des salariés.
Et ça, forcément, vous pouvez aussi vous poser la question, le bureau, le site principal, pourquoi faire et comment? Est-ce que je dois réduire mes surfaces? Et en tant qu'employeur, comment j'attire et je retiens mes talents et quelles sont mes obligations et mes objectifs en matière d'RSE et d'ESG? Alors, il y a un certain nombre d'enjeux qui vont répondre à votre ambition. J'en ai listé les principaux ici. Ces enjeux vont répondre à des besoins collectifs et également à des besoins individuels. Et ça va permettre également de, par rapport à votre lieu principal, de créer ou de recréer un totem de l'entreprise qui va incarner quelque part votre ADN. Et donc, à titre d'illustration, dans le saviez-vous, là sont des chiffres qui sont assez intéressants parce qu'ils sont issus de sondages auprès de collaborateurs et on constate en fait que dans 70% des cas, les collaborateurs considèrent que leur environnement de travail favorise leur performance. Et à contrario, un collaborateur sur 5 estime aujourd'hui que leur environnement de travail est adapté à leurs besoins. Quand on voit la fragilité avec laquelle, et la difficulté avec laquelle on a tous envie de recruter et besoin de recruter ou de retenir les talents, on comprend qu'on va avoir un sujet si le lieu de travail est inadapté, quoi. Ou en tout cas, il devient presque concurrentiel. C'est-à-dire que dans un même secteur d'activité, des entreprises qui auraient des conditions de travail, parce qu'au fond, on revient au basique. Ça motiverait plus les collaborateurs. Bien sûr. Ou en tout cas, certains préfèrent le boom des rooftops. Hein, nous, on a eu... à un moment donné, il n'y avait pas une entreprise qui voulait pas un rooftop. Alors, il n'y en a pas assez à Paris. Vers Bourse, hein, dans ce quartier-là, qui est un quartier IT, un quartier de start-up, on avait une demande incroyable des collaborateurs. Et dès qu'il y avait un secteur d'activité qui commençait, une entreprise d'un secteur d'activité qui commençait à avoir un lieu un peu totémique, et c'est ce que tu décris, Stéphanie, un lieu incarnant qui représentait le siège de Blablacar, par exemple, on voyait tous les concurrents qui se mettaient à chercher. Pour ne pas être les derniers de l'histoire, pour avoir au fond une histoire, une coque qui correspondait au contenu de leur entreprise, un totem. Alors pour vous, dirigeants, cela nécessite de résoudre une équation. Alors Valérie adore cette formule. Ce ne sont pas des gros mots, hein, je vais vous les expliquer. Mais dans cette formule, en fait, vous avez 3 paramètres. Et ces 3 paramètres vont être propres à chaque entreprise. En fait, il n'y a pas de recette unique. Hein. Donc le premier paramètre, il n'y a pas d'ordre spécifique, mais c'est le télétravail. Combien de jours? Pour qui? Pourquoi faire? Donc c'est le TT. Le deuxième paramètre, c'est j'ai un certain nombre de collaborateurs et sur mon lieu principal ou sur l'ensemble de mes lieux de production, combien de postes de travail? Donc là, pareil, c'est ce qu'on appelle le flex office et non pas force ouvrière. Et le dernier paramètre, là aussi c'est un acronyme mais plutôt anglais, qui est l'Activity-Based Working, qui en fait traduit l'environnement de travail pour quel usage, au singulier ou au pluriel. Les statistiques montrent que quand on combine ces 3 paramètres, on peut facilement gagner entre 20 et 40% de surface. Alors ça, c'est un des premiers gains, mais il n'y a pas que ce gain-là. Quand je dis un gain de surface, j'utiliserais plutôt le terme de utiliser mieux les surfaces. Et les autres gains qui ne sont pas négligeables, c'est quelque part votre marque employeur, l'image de votre entreprise et ce qu'attendent de vos collaborateurs en termes de mode managérial à distance et sur site. Alors il y a également des facteurs externes à prendre en considération. Il y a toujours des nouveaux facteurs, notamment celui des énergies, qui n'est pas neutre en ce moment. Et puis, il y a également, on le constate tous, hein, sur les difficultés de recrutement, donc comment on attire, comment on fidélise nos talents, et également cette
quelles vont être nos actions, vos actions individuelles et collectives en matière d'ESG et d'RSE? Oui, on va préciser qu'on parle de critères de développement durable, qu'aujourd'hui, alors en matière d'efficience énergétique, il y a un décret tertiaire, et nous, experts, on est bien au courant du sujet, qui va donner des normes, de nouvelles normes sur les consommations d'énergie avec des objectifs de réduction. Et le contexte, avoué, la crise géopolitique et la problématique de crise énergétique qu'on va traverser ou qu'on commence à traverser ne fait qu'être un catalyseur et un révélateur d'une problématique qui existait déjà. C'était notre problématique d'efficience énergétique. Donc un immeuble de bureau, vous doutez bien, ou des locaux d'activité sont touchés par cette problématique ô combien. Il n'y a pas que dans les résidences individuelles qu'on a des problématiques de passoires thermiques. On peut avoir la même problématique en immobilier d'entreprise. Nous, on voit clairement aujourd'hui qu'à l'occasion d'un changement ou d'une mission, en tout cas si l'entreprise ne nous le dit pas, on va lui dire, écoutez, on va vous aider quand même à regarder différemment votre futur projet. On va essayer de vous faire prendre conscience de l'opportunité ou des contraintes ou des risques qu'il pourrait y avoir des bureaux qui ne soient pas dans des bureaux qui étaient rénovés, retravaillés, et qui soient soit des passoires thermiques, soit avec des coûts derrière ou des charges qui de temps en temps dépassent l'entendement par rapport au niveau de loyer payé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a un marché, William vous le dira tout à l'heure, où certains immeubles vont avoir une vraie problématique. D'autant plus que certains propriétaires, et si vous êtes propriétaire de vos bureaux et qu'un jour vous voulez les louer, il va falloir réfléchir à combien vous coûtent ou combien vous coûteront les travaux de rénovation pour pouvoir être dans des normes acceptables qui vont avec les niveaux de loyer quand on regarde la hausse des loyers. Donc on a voulu aussi vous le remettre. OK, il y a ce phénomène de mode de travail, d'hybridation, etc., d'accélération, mais enfin, il y a un contexte économique, énergétique qu'on ne peut pas ne pas considérer. Et, je dirais, toujours pareil, c'est pas où. Et avec une demande et une exigence de collaborateurs dans un marché de l'emploi, je vous le rappelle, où clairement, ça n'est plus l'employeur qui fait le ton, mais c'est bien celui qui propose son offre de service et son travail, qui lui a des exigences en matière de développement durable et de responsabilité de son entreprise. Nous, on vous dit, vous, chef d'entreprise, vous avez un levier pour le travailler que vous ne regardez pas souvent, faute de temps, faute de connaissances et d'expertise dédiées sur le sujet. C'est votre immobilier, ça peut être aussi un facteur positif d'engagement en matière de développement durable, pas si compliqué à faire quand on le fait correctement. Ce qui nous amène aux opportunités. Donc, si vous faites partie des entreprises qui êtes des propriétaires occupants, aujourd'hui, William en parlera tout à l'heure, le contexte de marché, on fait face à un phénomène de rareté d'offres. Donc, comme le dit le dicton, qui va être plus que d'actualité, ce qui est rare et cher, très clairement, ça peut être un bon moment pour vendre. Le bénéfice de ça, c'est que ça vous permet, d'une part, de dissocier votre capital avec l'exploitation de l'entreprise et d'apporter davantage d'agilité et de flexibilité dans votre immobilier, notamment si vous êtes en période de croissance ou en période de recentrage, par exemple. Vous pouvez également vendre à un investisseur tout en continuant à exploiter vos propres locaux. C'est ce qu'on appelle en anglais le sale and leaseback, la cession bail, qui là vous permet également de dégager des liquidités que vous pouvez réallouer dans votre propre cœur de business, dans vos outils et dans vos hommes. Et si vous êtes locataire, un certain nombre d'opportunités peuvent s'ouvrir à vous également. Tout simplement, déjà d'un point de vue financier, d'avoir une saine gestion et d'allouer les budgets là où c'est le mieux pour vous pour faire croître votre entreprise. Mais également tous les bénéfices qui sont moins mesurables que financiers, mais en termes de productivité, pour apporter des nouveaux services à vos collaborateurs et améliorer ainsi les conditions de travail
et donc par voie de conséquence leur productivité et leur engagement. C'est par exemple aussi si moins de mètres carrés parce qu'il y a une réflexion sur au fait que va-t-on faire dans ce nouveau lieu de travail ensemble et à quel moment on a peut-être besoin de moins de mètres carrés, c'est de choisir une centralité dans ces bureaux différentes. Un quartier qu'on ne pouvait pas se payer, finalement, on peut peut-être se le payer, qui pourrait attirer des talents. Voilà une réflexion, vous le voyez, qui va bien au-delà de combien j'ai de bonhommes, ça fait combien de postes de travail, combien j'ai de mètres carrés, et point. C'est plutôt repartons de l'ambition de l'entreprise, des enjeux que vous avez à couvrir, sont-ils économiques et d'engagement en matière de développement durable, sont-ils de RH, de marketing, de marque employeur? Quelle est la problématique pour laquelle ou pour lesquelles l'immobilier d'entreprise, s'il est bien accompagné, peut devenir un levier de performance et de résultats? Alors William, on parle un peu du marché parisien. Stéphanie, tu voulais ajouter quelque chose? Valérie a parfaitement fait la conclusion. Comme tous les présidents. Commune. Comme tous les présidents, ils sont juste parfaits, ces présidents. On les aime. Alors William, alors effectivement, qu'est-ce qui se passe sur Paris RP? On a déjà un petit peu abordé le sujet. Il vaut mieux être acheteur ou vendeur en ce moment? Alors, on a un peu défleuré le sujet, mais ce qui est rare est cher. Et malheureusement, je vous le confirme, si on doit parler du marché des bureaux à Paris, fort de ce qu'on vient de se dire autour de l'attractivité, de la connectivité, on comprend bien que Paris, en fait, de ce point de vue-là, va permettre aux entreprises de retenir leurs collaborateurs, d'offrir en fait un mode de vie autour des bureaux tout à fait agréable. Et même si je quitte un site qui est extérieur à Paris, autour, je dirais, du mode, des nouveaux modes de travail liés au télétravail, au flex-office, à ces nouvelles façons de travailler, je peux potentiellement réduire mes surfaces et donc me payer Paris, tout simplement. Donc, un certain nombre d'entreprises ont orienté depuis quelque temps leur recherche dans ce sens. Et ce qui crée en fait très clairement sur le marché parisien une très forte tension. Si on rentre un petit peu dans notre jargon immobilier, qu'est-ce que c'est le taux de vacances? En fait, c'est à l'instant T la disponibilité des mètres carrés comparativement au parc existant à Paris. On considère que si vous recherchez des surfaces dans Paris, si ce taux est autour de 6 à 7%, alors vous allez avoir du choix, vous allez avoir le choix entre plusieurs solutions. Aujourd'hui, selon les arrondissements, selon les quartiers, ce taux de vacances, il oscille entre moins de 2% et 3%. Donc, on comprend tout de suite cette tension. Et mécaniquement, en fait, ce que cela crée, c'est en fait des loyers qui ont eu tendance à augmenter très très fortement. Et puisqu'on a besoin plus que jamais de s'insérer souvent dans des surfaces en fait, qui viennent offrir ce fameux agrément, ces espaces extérieurs, ce rooftop, ces services, cette connectivité, ce côté digital, cette efficience de surface, alors celles-ci sont encore plus rares, d'autant plus si je les veux à des endroits stratégiques, avec des adresses qu'on appellera prime. Alors là, les prix s'envolent. La carte que vous avez face à vous, en fait, elle représente, je dirais, la moyenne des loyers sur deux aspects. La case qui est foncée, en fait, c'est la moyenne des loyers dits de seconde main. Donc, ce sont des immeubles qui existent depuis un certain temps. La case la plus claire, ce sont en fait les immeubles qui ont été récemment restructurés par les propriétaires, par les investisseurs qui les proposent sur le marché. Et cette moyenne que vous lisez, par exemple, entre le 8e, le 16e et le 17e, à 790 €, c'est bien une moyenne. Et ça s'envole jusqu'à 960 € du mètre. Je vais aller plus loin. Il y a des immeubles qui sont sortis à 1 000 € du mètre carré. En fait, on n'a pas eu le temps de les commercialiser, quoi. C'est parti très très vite. Avant que ça sorte. Absolument. En primeur. Ouais. Et donc, rapidement, par rapport à ces valeurs, vous voyez que lorsqu'on est à l'ouest de Paris ou qu'on se rapproche du centre, les prix sont particulièrement élevés.
Ça, c'est très clair. Et on peut dépasser dans certains quartiers 1 000 € du mètre. Et en général, si on veut en fait des surfaces de dernière génération dans Paris, que l'on soit sur la rive droite ou la rive gauche, en fait, cela oscillera entre 550 € du mètre carré annuel jusqu'à quasiment 1 000 €, donc le double en fonction de la localisation. Donc, le 1 000 €, bien sûr, c'est l'avenue Montaigne, c'est Saint-Honoré, c'est l'Étoile, c'est ces opérations très prestigieuses, mais qui trouvent preneur par des enseignes, elles aussi tout à fait prestigieuses, ou qui se donnent les moyens de pouvoir recruter en fait des collaborateurs avec des ambitions très fortes. On a accompagné récemment Payfit, dont tout le monde connaît la croissance très très forte. On aura accompagné Choco également, qui est une très belle licorne française qui aura pris 24 avenue Marceau, 1000 m². Traditionnellement, des gens comme Chanel qu'on aura accompagné ont pris une surface récemment aussi de 2500 m² sur des loyers assez élevés. Morning Coworking qui aura mis en œuvre un site de 10 000 m² rue Laffitte, donc plutôt centré à Paris. Ce sera payé un flagship pour attirer justement toutes ces entreprises qui ont besoin de cette représentation. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces mètres carrés sont déjà consommés. Et en fait, il en reste, pour ainsi dire, plus. Donc, mécaniquement, je pense que, objectivement, tout le monde ne pourra pas se payer un pari un pari intramuros tel que je viens de le détailler. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il se passe un phénomène, je dirais qu'on peut l'appeler opportunité. L'opportunité, en fait, elle se passe aux abords de Paris, là où de très grandes opérations très qualitatives autour de tout ce qu'on vient de se dire sont en cours, soit de finition ou sont déjà livrées. À différents endroits, je dirais autour de Paris, on va appeler ça les marchés de première couronne qui sont plus précisément matérialisés par une zone comme celle de la Défense, la Défense intramuros ou en satellite. Au nord, vous avez forcément entendu parler de Saint-Ouen, de Clichy, de Levallois. Le nouveau Boulogne-Billancourt. Voilà. Ou notre Boulogne-Billancourt un peu plus au sud, ici les Moulineaux ou Montrouge. Dans ces zones, en fait, se sont construits des immeubles de bureaux qui respectent quelque part et qui anticipent toutes ces nouvelles règles autour du décret tertiaire, cette nécessité en fait de s'inscrire dans le RSE, le SG. Et quand on parle de bien-être au travail, ces opérations, elles vont offrir tout le confort, je dirais, à la fois technique, mais le confort et l'agrément du quotidien autour d'espaces extérieurs. On parlait de rooftop. Toutes ces opérations permettent en fait de rentrer dans ce registre-là. Et elles ont aussi une particularité qui est extrêmement importante, c'est qu'elles sont desservies par les transports en commun. Je vais citer notamment la ligne 14, qui est une nouvelle ligne automatisée dont la trajectoire est nord-sud et qui permet en fait de, par exemple, rejoindre Paris-Saint-Lazare en moins de 10 minutes. Sans grève. Sans grève, absolument. C'est bien ça. Et le pas beaucoup. Et le dernier phénomène, je dirais, d'opportunité et non des moindres, c'est que compte tenu du fait que ces mètres carrés ont été développés, ont démarré avant le Covid, se sont poursuivis et arrivent en fait en livraison à peu près en même temps, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de milliers de mètres carrés qui sont ou qui vont arriver disponibles dans peu de temps, d'ici la fin de l'année et d'ici fin 2023. Donc cette fois-ci, mécaniquement, ça ouvre, je dirais, des opportunités en termes de loyer, parce que je vous parlais tout à l'heure du taux de vacances, à moins de 2%, il est supérieur à 10% dans les zones que je viens de citer. Donc ça veut dire qu'on peut se payer un plateau dans une tour de dernière génération, avec une vue incroyable et des services tout aussi incroyables, à des loyers, je dirais, inavouables. En tous les cas, dans un... Ou quelqu'un qui était à Rueil pourrait revenir à 5 minutes du Absolument. pont de Neuilly. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, dans Opportunité, il y a tout cet aspect, je dirais, de nouveaux mètres carrés qui viennent répondre en fait à ces différentes problématiques d'efficience, de confort et d'attractivité.
Et le dernier point, et Stéphanie l'a cité tout à l'heure, on comprend bien que lorsqu'on est propriétaire d'une surface à Paris, là on a un trésor, je dirais, entre les mains. Alors effectivement, peut-être que les surfaces peuvent être obsolètes ou ne pas répondre aux caractéristiques dont on vient de parler, mais je peux vous assurer qu'il y a un appétit tel sur le marché, une telle rareté, parce que là, le taux de vacances, je ne saurais même pas vous le citer, en fait, il n'y a pas de surface disponible à vendre à Paris. Donc, je vous laisse imaginer, si vous êtes détenteur d'une surface de ce type, l'opportunité autour de sa valorisation. Et le prix au mètre carré en ce moment, c'est combien sur les beaux quartiers? Alors, il n'y a pas de prix. Récemment, rue de Courcelles, une opération de 3000 m² vient de se vendre sur la base de 33 000 € du mètre. C'est bien ça, non? Et ça n'est pas un cas isolé. Ça n'est pas un cas isolé. Alors, pour une adresse beaucoup moins prestigieuse, dans le 20e arrondissement, une surface qui aura été rénovée s'est vendue sur une base supérieure de 11 000 € du mètre carré. Ouais. Voilà, c'est pour dire combien on peut potentiellement... Il y a un autre intérêt, là, je pense à vous, chef d'entreprise, patron de PME. On a accompagné une belle ETI française, une très belle marque de cosmétiques, qui a un parcours extraordinaire, encore une entreprise française incroyable et qui a du succès à l'international, qui était une entreprise familiale, avec les frères et sœurs au capital, mais aussi dans la propriété de la SCI qui avait été montée, avec des locaux vraiment obsolètes et qui posaient un problème pour la croissance, pour l'image et même pour le recrutement. Notre premier diagnostic, et nous on adore les entreprises familiales et tous ces nœuds, parce que nous aussi on a des familles, donc on voit à peu près ce que c'est le bonheur et la difficulté de le vivre, surtout quand il y a de l'argent au milieu et des enjeux. Et quand il y a un tiers qui vient dire, vous savez quoi, on va commencer à évaluer ce que ça vaut. Et on va regarder quel serait le schéma, pourquoi dissocier ou pas cette SCI, la propriété immobilière et l'exploitation de l'entreprise. Là, je vais pas citer l'entreprise parce que je ne peux pas le faire, mais cette grande marque de cosmétiques, en fait, c'est en interrogeant son dirigeant, sa dirigeante plutôt, que je lui ai demandé si ses enfants allaient reprendre la suite. Comment elle commence à donner des indices quand même sur la boîte. Dans 10 ans, elle se voyait où? 20 ans. Et donc, mais l'entreprise avait besoin de quoi? Et là, assez rapidement, on a vu qu'il fallait vendre, en tout cas si on trouvait preneur à un prix qu'acceptait la famille. Donc c'est là où ça devient plus sport. Oui, mais tant mieux, c'est pour ça qu'on nous paye des honoraires aussi. C'est que no pain, no gain, disent les Américains. Je crois que c'est vrai. Si on ne résout pas des problèmes, alors pourquoi avoir besoin de professionnels? Et donc, et on lui a résolu, y compris on a résolu à la famille un sujet ultra épineux. Parce qu'il fallait avoir des valorisations d'actifs, et la succession peut-être de l'entreprise. Je crois qu'ils en sont contents aujourd'hui, y compris de la valorisation qu'ils ont fait. Valérie, tu nous racontes un peu ce qui s'est passé dans le propre cas de ta société que tu présides, donc là avec la casquette de dirigeant et plus de... On s'est dit qu'un exemple c'est le poids des mots, le choc des photos, expression que j'aime beaucoup, mais ça marche. En fait, les cordonniers mal chaussés, tout ça, c'était pas très marrant et je trouvais ça assez minable. Et surtout, j'ai été vexée d'une réflexion de Stéphanie pendant le Covid, qui nous avait rejoint 2 ans avant, et ça marche bien ça quand les collaborateurs me vexent. Elle m'a dit, tu sais, nos bureaux ne ressemblent pas à notre histoire. J'ai cru que j'allais m'effondrer. Il faut la virer, tu la vires. Non, au contraire. D'abord, j'ai trouvé ça bien que c'était la patronne du conseil. Si elle ne peut pas le dire, qui va le dire? Et puis, quand on est une PME, si les collaborateurs ne peuvent pas parler, alors pourquoi quoi? Il fallait rester dans les grandes entreprises. Et donc, je lui dis, pourquoi tu dis ça? Elle me dit, mais tu vois pas, ça ressemble pas, ça nous ressemble pas. Et je lui dis, écoute, t'es gentil. Une fois que t'as dit ça, t'as dit quoi? Donc les problèmes, viens avec des solutions. Tu sais quoi? On va être le client et à partir de maintenant, je suis ton prospect, ton client. Et je vais te poser le cahier des charges. Propose-moi un truc. Si c'est bien, j'y vais. Et c'est ce qui s'est passé. Et on en a profité d'ailleurs pour en faire un cas d'école.
C'est-à-dire, non seulement on voulait faire un truc, et nous, on voulait préparer la sortie du Covid, parce qu'on faisait partie de ceux qui croyaient qu'un jour, ça s'arrêterait. On ne savait pas quand. Mais le rôle d'un dirigeant, c'est d'anticiper et de prévoir avant que ça n'arrive. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a imaginé les bureaux qu'on en aurait et que les managers, dont les managers et les collaborateurs auraient besoin pour aller travailler la reprise économique et la sortie de crise. Et donc, on savait qu'il y avait besoin d'une dynamique. Et on va vous faire voir le avant-après. Les photos marchent pas mal. Alors, quand tu parlais du cas d'école, effectivement, on a tout simplement appliqué la méthode qu'on propose à nos clients avec le diagnostic, de la photographie de l'existant, comment je fonctionne et quelle est ma stratégie d'entreprise et mon ambition. Il faut toujours lier les deux puisque l'immobilier peut servir et sert au quotidien l'entreprise et son projet d'entreprise. Donc, cette photographie de l'existant qui permet de définir le cahier des charges et ensuite d'étudier les différents scénarios et de mettre en œuvre le scénario retenu. Donc quelques mots en tout cas qui nous ont permis de définir ce cahier des charges. On a défini un certain nombre d'enjeux liés à la stratégie de l'entreprise. Valérie, tu le disais tout à l'heure dans le cadre du MBO. Le MBO impliquait un changement de marque. Et donc on s'est dit avec nos locaux, on va en profiter aussi pour traduire l'ADN de notre entreprise. Puisque avant, nous avions, comme tu le disais tout à l'heure, ce que je disais à Valérie, c'est qu'on a des bureaux qui étaient extrêmement fonctionnels, très classiques, mais quelque part qui pouvaient s'adapter à n'importe quelle entreprise. Or, c'est aussi un facteur d'attraction et de fidélisation et de marque employeur. Donc ça, c'était aussi un enjeu qu'on voulait mettre en exergue. Et quand je disais tout à l'heure, le bureau, pourquoi faire et comment, c'est également le collectif, le collaboratif. Et donc ce lieu principal, on voulait s'en servir pour continuer à rassembler et améliorer et renforcer les synergies. Et comme tout le monde, comme dans toutes les entreprises, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on était sur 2000 m², sur 2 plateaux, avenue de la Grande Armée, avec un merveilleux jardin. Et on n'était pas en fin de bail. D'accord ? Donc tout ça, ça compliquait l'histoire. Hein, c'est-à-dire que notre capacité de mouvement, elle pouvait être limitée. En tout cas, c'était une des choses que devait regarder Stéphanie pour nous proposer. Elle vous parle d'une palette de scénarios. C'était le sujet. C'était l'adresse est dingue par rapport à notre métier, notre besoin de circulation, notamment de nos consultants. On n'avait pas spécialement envie de partir, bien que nos charges soient élevées. Notre jardin, ça fait partie de nos moments de célébration et de vie collective ultra importants. Et ils sont importants pour nous. Mais en revanche, oui, les plateaux étaient un peu classiques et très lumineux. Mais tristes. À mourir. Oh, pas triste, mais... Si. Neutre. Neutre. Et un autre enjeu qui était extrêmement fort pour nous, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais c'était comment préparer le retour de nos collaborateurs après les différents confinements que nous avons vécus, subis. Et donc, c'était de redonner du sens. Oui, de l'envie. Et de l'envie de se retrouver, de travailler ensemble, d'aller chercher la dynamique économique. Ça va, on avait été isolés, c'était d'une tristesse aussi à mourir. Mais tout le monde avait perdu la dynamique de groupe. Et puis... comme vous tous, il fallait qu'on rattrape du chiffre d'affaires et qu'on soit sûr de devenir rentable, non seulement pour partager les fruits de la croissance, mais déjà pour continuer à être pérenne. Donc il y avait un enjeu réel. Ça n'était pas que quelque chose de cosméto pour aller avec la marque. Et puis pour compléter, tant qu'à faire, autant en faire... la vitrine de notre savoir-faire, de manière à ce que les collaborateurs puissent aussi expliquer à l'ensemble de nos clients, en faisant visiter les locaux, ce qu'on est capable de mettre en place pour eux. Donc après le poids des mots, comme tu dis si bien, le choc des photos. Pareil match. Là, il y a quelques exemples, mais comme on était en train de changer de marque, on a voulu mettre en place des codes qui répondent à notre secteur d'activité, le conseil, mais tout en restant sobre. Avec, quand on arrive dans les locaux, en termes d'accueil, on a cet arbre qui est un symbole fort d'ancrage, mais également de croissance,
avec des matériaux nobles et durables. On a cet espace qu'on a appelé notre place du village, qui est un espace multi-usage. C'est notre plus grande salle de réunion. C'est là où on peut rassembler, on peut célébrer, on peut prendre un café, se restaurer. Mais c'est également on a travaillé sur le mobilier pour que ce soit aussi des postes de travail pour des réunions formelles, informelles. Et en plus, ils sont attenants à ce fameux jardin en plein cœur de Paris, qui est une denrée précieuse. On a mis en place le Flex. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un certain nombre de postes par rapport au nombre de collaborateurs. Et ce qui vient avec, forcément, ce sont des casiers pour mieux agrémenter les espaces de travail et mieux organiser l'espace partagé. Et enfin, les dernières photos, on le disait tout à l'heure, pour éviter d'être neutre. On a divisé l'espace par deux. Hein. Donc 2000 m², avenue de la Grande Armée, mais on a gardé le bail. Autrement dit, nos équipes nous ont aussi trouvé les sous-locataires. D'accord ? Pour que ça ne devienne pas une charge. Donc on a pu à la fois économiser de l'argent, et c'est pas rien, un site moitié, en tout cas pour nous. Ouais. Combien ça a coûté tout ça, la plaisanterie? Tout ça là, le bleu, le bois, tout ça là. En fait, on a fait plein de reuse. Tu sais, nous, il y a beaucoup de femmes chez NCT. Et on considère qu'on a les trucs de la maison. C'est-à-dire qu'évidemment, hein, des idées de déco, on en avait des extraordinaires. On n'a pas toujours les moyens de ses goûts. Parce que les hommes n'ont pas d'idées de déco, William. Moins. Franchement, moins. Tu vas continuer à garder les gamins, comme ça chacun ses décos. Non, on prend les gamins et les chiens et les hommes, on les aime. Non, alors, on a contribué aux économies. Voilà, chacun. Impose-toi, William, impose-toi. Ouais. C'est pas facile. Hein. Oh non, bah non. Alors, non, on a réutilisé tout notre ancien mobilier qu'on pouvait. C'est-à-dire que, par exemple, les bureaux qui nous avaient coûté une fortune des années avant, on les a gardés. C'était du luxe, de très beaux matériaux. On n'aurait pas pu se payer, d'ailleurs, du Knoll à ce point-là. Oui, ça avait 8 ans, et alors, ils sont nickel, ils sont magiques. En revanche, qu'est-ce qu'on est allé chercher? Quelques pièces iconiques. Quelques pièces qui apportaient un confort, une chaleur, une décoration incroyable. On a travaillé notre acoustique. Enfin, moi, j'ai rien fait. Hein. Les équipes ont fait. Et le boulot a été avec un aménageur qui a été choisi, un aménageur d'espace, parce que nous ne sommes pas aménageurs d'espace, mais on aime la déco. Et donc, on s'est inventé, au fond, le totem et la maison NCT. Et je crois que, d'ailleurs, au-delà des économies, on a ralloué une partie de l'argent. Alors, le mobilier vendu, cet argent-là, on l'a distribué à des associations que les collaborateurs ont choisies. Vous voyez, le développement durable, des fois, c'est aussi simple que ça. Il nous reste en ce moment de l'ancien mobilier, des très belles pièces. On les propose aux salariés d'abord. Le fruit de cet argent, on choisit, on l'a fait pour Octobre Rose, mais on le vend à des professionnels pour qu'il y ait du recyclage. On va chercher quelques pièces iconiques, y compris dans des trucs de décoration tout à fait simples. Bref, et on ralloue une partie de l'argent dans les conditions de travail des collaborateurs. Soit c'est de la techno, soit c'est du matériel. On a changé, nous, tout notre matériel informatique. Donc c'est vertueux, c'est très vertueux. Bah, évidemment, ouais. Ça remet un coup de modernité. Et tout ça, ça parle de Stéphanie. Oui, et de ses équipes. Bah, c'est bien ça. Est-ce qu'on pourrait être invité un jour, Valérie? Parce que ton jardin, là, c'est limite la période, avec 23 degrés dehors. Alors, petite dégustation, par exemple. Alors, tu vois, si vous venez pour le jardin, comme on l'utilise beaucoup, on est en train de refaire pousser le gazon. Mais autrement... Non, mais donc, on y va jusqu'au bout. Donc. Ah oui, bah, on est à fond, vous savez pas. On fait un barbecue l'été, enfin, on a nos rituels de célébration. Mais avec plaisir, vraiment. On le propose souvent, soit en petit déjeuner, soit en after work. Venez visiter nos locaux, c'est pas les adopter parce qu'on va pas vous les louer, mais en revanche, on passera un bon moment et on verra concrètement comment ça fonctionne. Il y a une table aussi magique, il y a aussi un peu de technologie là-dedans, non? Ah oui, la salle immersive. Alors cette salle, on l'a inventée il y a quelques années. C'est un lieu où en fait on aide les chefs d'entreprise ou les comités de direction à se projeter. C'est-à-dire on leur fait découvrir le marché dans une salle
plutôt que se balader dans Paris, en tout cas pas pour tous les projets, de temps en temps, pas pour régler ou pour se challenger sur son projet. En toute confidentialité, on peut avoir besoin d'une salle de réunion dans laquelle on va pouvoir réfléchir, se challenger, se projeter. Et c'est l'objet de cette salle. Merci et de la technologie. Majoritairement, nos clients sont français aujourd'hui. Néanmoins, on a accompagné l'année dernière Thai Union, vous parliez du Japon, Thai Union qui est juste à côté. Enfin, je pensais au mode asiatique, parce que le mode de pensée asiatique, effectivement, est complètement différent du mode de pensée et du mode d'organisation européen. On le voit d'ailleurs, quand on leur parle du flex office, là, ils sont 30 ans en arrière par rapport au mode. Ils sont en retard. Oui, parce que c'est une question de code. C'est-à-dire qu'un Asiatique, une place dans l'espace correspond à une fonction. Donc plus vous allez être, je cite l'exemple de la Corée, plus vous allez être près de la fenêtre, plus vous allez être gradé. Ah oui. Donc quand on leur parle de flex office, là vous perdez complètement les repères asiatiques. Sûr. Donc Thai Union, l'enjeu à chaque fois quand on a une entreprise internationale qui a une implantation dans un pays, il y a un certain nombre de critères liés aux règles du pays, liés au fonctionnement. Et au sein de l'entreprise, vous avez ce que je vais appeler le client central, qui est au niveau du siège monde, et le client local. Donc déjà, c'est apprendre à comprendre les deux sociétés et comment faire en sorte que ça fonctionne. Donc c'est un rôle aussi qu'on peut apporter. Et Thai Union, ça illustre l'exemple que tu citais tout à l'heure. Ils étaient dans Paris, proche de la Seine, et comme ils ont des marques comme Petit Navire, ils avaient besoin pour eux d'avoir une vue sur l'eau. Ça faisait partie de leur cahier des charges. Dans Paris, dans un immeuble obsolète, et on les a, en les aidant à faire leur cahier des charges, on les a déménagés sur Issy-les-Moulineaux, dans une surface presque similaire, mais en changeant complètement aussi les modes d'organisation du travail. Et ils sont extrêmement contents. William, qui était souvent auprès du radiateur quand tu étais plus jeune. Oui. Enfin, je n'en sais rien en fait. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce client qui était plutôt difficile parce qu'il y avait effectivement 2 phases. Il fallait expliquer, convaincre le siège et revenir et faire la démonstration. Ça a duré quand même pas mal de temps. Hein, combien de temps ça a duré? 18 mois Ouais. Non, il y a eu 2 phases. Le confinement est passé par là. Oui. Mais on y est arrivé. Et je crois qu'ils sont très contents, effectivement. Je suis allée les Mais voir, on est plutôt français. Je suis allée les voir il y a 15 jours. Parce que j'aime bien faire la visite de après. Très bien, on est content, c'est nouveau, c'est vachement bien et tout ça. Et puis, comment on le vit au bout d'un an? Et je discutais avec le patron français et la DRH. En fait, ils sont ravis, ils en ont même fait. Quand on connaît un peu la grande conso et la distribution, ils ont fait des showrooms. Ils ont fait, par exemple, un truc génial, je trouve. Pour faire prendre conscience leurs collaborateurs de leur gamme, ils ont fait un truc d'hyper pour voir comment les clients percevaient leurs produits et le marketing de leurs produits. Donc on est exactement dans le sujet du totem, de la marque, de la puissance de la marque et de la représentation de la marque. Et de la marque employeur, parce que c'est une très jolie marque. Ça marche, il y a une très belle croissance. Oui, on mange du thon et du saumon. Vous voyez, je fais même de la pub pour eux. Mais franchement, ils ont un lieu, un site très lumineux, proche de l'eau, c'est vrai, et proche d'un parc. Il se trouve qu'il y a plein de sportifs chez Petit Navire, donc ils sont ravis d'aller courir dans le parc à côté. Si on l'a bien fait, nous, la taille de notre boîte fait qu'on n'a rien fait de standard. C'est-à-dire que Stéphanie a eu une approche de questionnement des collaborateurs de zinzin. Et puis les nôtres, croyez-moi, ils sont du métier. Donc quand ils sont précis sur le sujet. Donc je vais vous raconter, je vois des équipes là, il y a un endroit qui est dédié à l'agence parisienne. On l'appelle comme ça, c'est nos équipes qui sont dédiées au marché parisien. Ils changent régulièrement de place, mais en troupeau. Ils marchent que par troupeau. D'accord. C'est-à-dire que l'équipe de l'Ouest bouge avec l'équipe de l'Ouest, l'équipe de... Très bien,
qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais ils ne veulent pas un là, un là, Ça un là. fonctionne par service, en fait. Donc, Pensez que le flex office va permettre de s'installer au premier étage et une autre fois au second, une fois dans le service de la compta. Et non, ça, au contraire, ça crée... il n'y a plus de communication, il y a un intrus à l'intérieur et on ne communique plus, on s'envoie un mail alors qu'on est voisins, quoi. Nous, on croit que l'entreprise, c'est un village. Donc, on essaie de comprendre le village de nos clients. Évidemment que la compta, il faut lui foutre la paix, que ce sont des postes sédentaires et qu'on ne va pas les faire. Pourquoi faire? Pourquoi faire? La vraie question, la belle question, c'est pourquoi faire? Et dans ce cas-là, ça devient... On en a qui ont besoin, par exemple, on a une équipe de conseil où on leur a mis des fauteuils et des écrans qui bougent. Parce qu'ils passent leur temps à vérifier des plans, à regarder. On a des équipes qui ont besoin d'un double écran, forcément. On ne va pas se balader avec les doubles écrans. Quand je vous le dis comme ça a l'air d'une réalité. Oui, moi aussi, j'ai des amis qui me racontent que dans leur entreprise, ils mettent une demi-heure à trouver une place. Bon, ben ça, c'est un projet raté. Ils sont trop peu de prestataires, c'est fou. Hein. Voilà. Non, mais alors, je me permets, je vais rajouter deux choses. Je le disais tout à l'heure, les territoires d'équipe. Parce que l'humain a toujours besoin de repères. Donc si vous lui dites demain qu'il n'a plus un poste de travail attribué, il faut qu'il identifie un territoire dans lequel il va pouvoir se sentir chez lui. Donc si vous mettez en place le flex office en disant vous vous installez n'importe où quand vous arrivez, ça c'est compliqué le premier point. Et le deuxième point qui est hyper important, c'est bien d'organiser l'espace, mais il faut aussi expliquer et accompagner les collaborateurs sur des nouvelles règles de vie et l'appropriation de l'espace et à quoi ça sert. Donc, un projet immobilier, OK, il y a une réflexion, il peut y avoir des travaux, mais derrière, le nouvel espace, comment on l'explique aux collaborateurs et comment on les accompagne pour que l'outil soit réussi. Nous, on croit que c'est un projet d'entreprise, donc ça dépend. Des fois, il y a des directeurs immobiliers qui bossent bien avec les DRH. Tu sais, c'est un peu comme l'informatique. Quand il y a les DSI qui bossent tout seuls, en général, ça fait des catastrophes. Je comprends rien. Voilà. Bon, le directeur immobilier, quand il bosse tout seul, il parle de mètres carrés. Ouais. Ou de temps en temps, il croit faire des RH. Maintenant, il n'en fait pas. Donc, et les RH peuvent avoir super peur de l'immobilier parce qu'il y a de l'expertise derrière. Et ils se disent, non, le DAF va me tomber dessus encore. Ouais, pas bon, quoi. Voilà. Donc, c'est un projet d'entreprise. À nous de devenir les liens et liants dans le comité de direction pour en faire un projet. On est les leaders à Marseille. D'accord. D'abord, on a une équipe moins connue en tout cas. Oui, il n'y a pas de prétention chez nous. C'est-à-dire que on ne cherche pas le prix du... Je sais pas quoi. On n'a pas beaucoup cherché celui-là. En revanche, dans nos résultats, il y a une équipe de 12 personnes qui fait 30% part de marché à Marseille. Il n'y a aucun grand ni aucun international qui fait ça à Marseille. Et la tendance, donc, tout va bien. Enfin, je veux bien qu'on ait notre minute où on pleure et ça va être difficile. Oui, ça va être difficile. Bon, très bien, c'est pas la première fois, non. Donc l'argent facile, c'est fini. Mais je dirais ça à mes parents qui ont emprunté à 14%. À 14%, ils me diraient, mais de quoi parles-tu, quoi? Donc, bien sûr que l'argent... Il y a beaucoup d'argent en France. Hein. Les investisseurs, aujourd'hui, ont une collecte de l'épargne des Français qui est énorme en matière immobilière. Pourquoi? Parce que l'immobilier, jusqu'à preuve du contraire, c'est une valeur résiliente dans le temps. Regardez les valeurs sur 10 ans. C'est tout droit. Même avec les crises. Même après 73. Même après 82. Bon, donc il faut y aller partout, y compris à Marseille et surtout à Marseille. William, oui, ça va bien à Marseille. J'allais juste vous donner quelques proportions. En fait, le marché parisien en bureau, chaque année, c'est environ plus ou moins 2 millions de mètres carrés transactés. Le deuxième marché, en fait, finalement, avec Lyon et Marseille, c'est entre 200 et 300 000 mètres carrés dans les meilleures années. Donc vous voyez, au niveau de la proportion, je dirais qu'il y a un monde, mais pour autant, je dirais que l'immobilier de bureau est en train de se transformer également dans ces grandes villes. Les investisseurs cherchent à développer de nouveaux immeubles qui correspondent aux standards dont on vient de parler. Donc je dis, tout ça, mécaniquement, est en train de fonctionner exactement de la même façon, hein, dans les proportions. Il y a une magnifique tour qui donne sur la mer qui s'appelle la tour Mirabeau.
Si vous avez l'occasion, alors il se trouve que c'est nous qui la commercialisons, mais si vous avez l'occasion d'aller voir le haut de cette tour, vous aurez l'impression que vous faites une réunion dans la mer. Je vois que la tendance de la révolution du bureau est, comment dire, une obligation. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas réfléchi sur leur bureau vont avoir des conséquences soit en matière de responsabilité environnementale, soit en matière de responsabilité économique. Il va se passer quelque chose qui fera que l'évolution et la révolution au bureau sera nécessaire. Donc, je vais vous dire, nous, ça nous arrange. Ça veut dire qu'on a un marché porteur. Est-ce qu'il va être difficile? La réponse est oui, et alors? William, un petit commentaire peut-être, parce qu'il faut quand même que les garçons parlent aussi. Oui, je dirais que le parc global, il est de l'ordre de 44 millions de mètres carrés, et c'est moins de 10% qui répond aujourd'hui à tout ce qu'on vient de se dire. Donc, on voit la tâche. Tant, elle est grande, et je crois qu'on arrive à une prise de conscience très très importante, et quelle que soit la taille des entreprises, autour de cette responsabilité, la problématique autour de l'énergie, du développement durable. Pour caricaturer un peu les choses, les grandes entreprises, il n'y a pas si longtemps, choisissaient des bâtiments qu'il fallait absolument qu'ils soient labellisés, parce qu'on allait communiquer avec ce label, et finalement c'était bien pour tout le monde. Ces bâtiments-là n'étaient pas destinés aux TPE, par exemple, parce que finalement, toujours consommés par les grandes entreprises. De temps en temps, il y avait une queue de programme. Hop, on réussissait à l'attraper ou pas. Là, il y a une grande opportunité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tous ces mètres carrés de bureaux neufs qui ont été développés, qui vont devoir être subdivisés, seront autant d'opportunités pour toutes les entreprises, PME, TPE, pour s'inscrire et pour anticiper finalement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On va vraiment, enfin 2030 c'est demain, il va y avoir des obligations très très fortes, et je crois que chaque entreprise maintenant définitivement s'interroge et souhaite avancer dans ce sens. Donc pour notre métier, c'est vrai que c'est une opportunité dingue. Nathalie, un dernier petit commentaire sur juste avant le... Non, Stéphanie? Je crois qu'il y a le management de transition. Ça ne serait pas correct, parce que je pense que madame a une fonction de développement commercial, et elle me posait une question intéressante. T'y crois pas, parce que généralement, c'est oui, tous les gens qui sont au chômage. Je l'ai utilisé dans d'autres activités. J'avoue que dans ce secteur-là, le secteur de l'immobilier d'entreprise, il y a une fracture de génération sur la façon dont on accompagne un projet immobilier, vraiment. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, et c'est ma croyance, et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de reprendre cette entreprise et d'amener avec moi ces professionnels, je pense que malheureusement, ça n'est pas que l'expérience qui apporte la solution. Alors nous, on préfère recruter des gens âgés, excellents, mais en CDI, qu'en management de transition. Et je pense que je dois être une record woman Nous, on a des gens qui partent à la retraite et on leur demande de revenir. Et on leur dit, vous allez vous embêter un peu, venez un peu avec nous. Et par exemple, on les met au milieu des benches des jeunes. L'immobilier d'entreprise, ça n'est pas qu'une question de spécialistes. J'invite tous les dirigeants ou Vraiment, moi, j'ai été DRH pendant 25 ans. J'ai pris conscience tardivement de ce que pouvait apporter, enfin, de la palette de solutions qui existait pour dynamiser un collectif sur le lieu de travail. C'était pas... ou alors c'était des gadgets, un coup de conciergerie que personne n'utilisait parce que le prix du pressing était trop cher, quoi. À peu près. Je limite, c'est un peu caricatural. Mais... Donc, au-delà de l'effet de mode et goodies, il y a aujourd'hui une palette de services et une capacité incroyable qu'on a d'améliorer des conditions de travail pour faire de la force vive de cette entreprise dans un lieu adapté, un vrai révélateur du potentiel de l'entreprise. Merci.